Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, podcast consacré au cyclisme sur route. Et l'épisode d'aujourd'hui sera dédié à la troisième semaine du Tour de France. Donc j'ai sorti un épisode hier pour le débrief de la deuxième semaine, et cette fois-ci, on se penche sur les profils des différentes étapes de la troisième semaine. On envisage les stratégies qui seront possiblement mises en place par les équipes, et tout ça en s'inspirant des conclusions qu'on a tirées de la deuxième semaine évidemment. Donc, je propose qu'on commence directement, donc avec la première étape de la troisième semaine. Donc, c'est une étape de sprint cette fois-ci, donc l'étape de mardi, entre Gruissan et Nîmes. Donc, c'est concrètement 188 kilomètres, assez plat. On a juste une côte de quatrième catégorie qui est répertoriée, un sprint intermédiaire au sommet d'une petite côte quand même, parce qu'on a 7 kilomètres à 3% qui sont pas répertoriés, mais c'est une côte. Et donc, c'est la dernière étape de sprint, la dernière étape pour se jouer le maillot vert, mais bon. Le maillot vert est quand même déjà bien joué, hein, puisqu'on a 85 points d'avance pour Girmay face à Philipsen, donc plus vraiment d'enjeu. D'ailleurs, je suis même pas certain qu'on se fasse vraiment le sprint intermédiaire, ça dépendra s'il y a une échappée ou pas. Mais avant d'entrer plus dans le détail, il faut qu'on parle de la météo. Normalement, c'est une étape de sprint, mais il devrait y avoir un peu de vent. On est sur des routes assez découvertes, notamment sur le début du parcours, on n'est pas très loin de la mer. C'est possible qu'il y ait du vent, il fera très chaud aussi, ça peut péter un peu, il y aura du vent. De manière modérée, on va dire, on voit aux alentours de 15 km/h de moyenne, mais s'il y a des rafales, pourquoi pas des bordures? Bon, ça c'est. Je pense qu'en tout cas, les équipes seront attentives à ça. Il y aura un petit peu de tension. Je suis pas sûr qu'on ait réellement de grosses bordures, parce qu'il n'y aura pas forcément la matière. Ça dépendra de la météo, mais ça c'est un peu trop tôt pour vous le dire. Mais en tout cas, je pense que les équipes seront au taquet. Si jamais il se passe le moindre mouvement, tout le monde sera sur le pont. Mais en tout cas, s'il y a une bordure, on sait que la UAE est beaucoup moins bien équipée sur ce terrain-là que la Visma, qui elle a des super équipiers pour rouler dans les bordures, hein. Évidemment Van Aert, Laporte, Tratnik, etc., Jorgensen, ça va très bien dans les bordures. Mais bon, après le problème c'est que de toute façon Tadej Pogačar lui est très à l'aise dans le vent, contrairement à son équipe. Donc même s'il n'a pas une équipe pour l'entourer, concrètement s'il y a un coup de bordure de la Visma, je vois pas trop Tadej être piégé, à moins qu'il ait vraiment un ennui mécanique. C'est un peu la même chose pour Remco, hein. Remco il roule bien aussi dans les bordures, donc même si son équipe est pas trop autour de lui pour ça, ils seront tous avec la Visma et donc il n'y a pas trop d'écart à attendre. Même si sur le papier, c'est peut-être l'étape sur laquelle il y a plus de chances qu'il y ait des écarts au général, mais bon. Bref, peut-être bordure donc à surveiller, mais ça dépendra vraiment de la météo. Et s'il n'y a pas de bordure, quel sera le scénario de la course? C'est une donnée assez intéressante aussi, puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas de points à aller chercher pour la montagne, à part un quatrième catégorie. De toute façon, le classement de la montagne, c'est déjà un peu foutu aussi. Il y a un sprint intermédiaire qui sera pas forcément disputé parce que le classement du maillot vert est lui aussi à peu près joué. Est-ce qu'on aura une échappée? Eh ben ça c'est pas certain. On a vu que dans ce Tour de France, on avait des étapes de transition qui étaient soit très calmes, on se fait chier, pas d'échappée, même pas un mec qui part en échappée publicitaire, et on arrive en longue procession jusqu'au sprint, ou soit c'est des étapes totalement folles. Donc on sera peut-être probablement quand même dans un entre-deux, un ou deux coureurs en échappée, je sais pas, ça dépendra s'il y a du vent aussi. Après, il y a deux belles étapes pour les échappées qui arrivent mercredi et jeudi. Donc pas certain qu'on ait envie de gâcher ses forces dans une entreprise qui semble un peu vouée à l'échec. Bref. D'autant plus que c'est la dernière étape pour un sprint, donc je pense que les équipes de sprinteurs vont la vouloir absolument. Ça va rouler à fond toute la journée, si jamais il y a des échappées. Euh, Ça serait même pas étonnant qu'on ait des sprinteurs qui abandonnent demain soir. C'est-à-dire une fois que la dernière étape de sprint sera passée, sachant qu'après, pour être un sprinter, il faudra vraiment bien monter pour essayer de peser sur la course, peut-être sur l'étape de jeudi. Je pense que ça serait pas très étonnant que mercredi on ait plusieurs sprinters et équipés de sprinters qui soient non partants. Quand on voit le menu qui est très costaud pour la fin de la semaine, et sachant qu'ils auront plus rien à jouer, on aura peut-être encore Groenewegen, Demar, etc. qui vont mettre la flèche, qui vont abandonner, tandis qu'on évidemment Girmay est obligé de rester, Philipsen sera aussi obligé de rester sur la course, mais ça m'étonnerait pas qu'il y en ait certains qui abandonnent mercredi matin. Bref, pour ce sprint de mardi en tout cas, les équipes seront émoussées, mais je pense qu'elles devraient réussir à tenir la course. Est-ce que c'est un duel entre Philipsen et Girmay? Parce qu'on sait que des gars comme Groenewegen, Demar, Cavendish, ils étaient cuits dans les étapes de montagne des Pyrénées, alors que c'était pas trop le cas pour Philipsen et Girmay. Est-ce qu'ils auront retrouvé la ressource nécessaire pour faire un sprint compétitif pendant cette étape de repos? J'espère pour eux. Mais sinon, ouais, clairement, les deux gros favoris, c'est quand même Philipsen et Girmay. Philipsen parce que c'est le plus rapide sur le papier.
qui passe pas trop mal la montagne, et Girmay parce que c'est le maillot vert et qui fait un super Tour de France. Impressionnant de régularité. Je pense que ça dépendra surtout aussi de si Philipsen est bien emmené. On a vu dans ce tour que quand il était très bien emmené par Van Der Poel, il était à peu près imbattable. On sait que l'Intermarché n'a pas de quoi lancer Binyam Girmay aussi bien que Philipsen, surtout que maintenant qu'on a Tyson aussi qui a abandonné. Donc ça dépendra de Mathieu Van Der Poel, je pense, savoir si Philipsen sera le favori ou pas. On a aussi Wout van Aert qui monte en puissance. Donc moi, Van Aert, je le vois bien faire des beaux résultats sur cette troisième semaine. Tout dépendra de si on lui donne un peu de latitude par rapport à Jonas Vingegaard. Est-ce que la Visma va laisser Van Aert jouer un peu sa carte maintenant que Vingegaard est vraiment loin au classement général par rapport à Pogačar? En tout cas, je pense qu'il peut jouer le sprint, mais ça dépendra aussi donc de s'il y a des bordures, évidemment. Parce que s'il y a des bordures, eh ben Van Aert, il va être à la planche pour Vingegaard. Mais en tout cas, moi, je le vois bien monter en puissance, faire un beau sprint. Un autre qui commence à monter en puissance, c'est Pascal Ackermann. Vraiment à surveiller Pascal Ackermann. Il commence à être très chaud sur les sprints. Un mec qui récupère bien, on a aussi Arnaud Delis. Franchement, Arnaud Delis, deuxième semaine très impressionnante. J'ai l'impression qu'il récupère bien. C'est la première fois qu'on le voit sur un grand tour comme ça, mais j'ai l'impression qu'il récupère bien puisqu'il attaque tous les jours. Il court un peu n'importe comment, hein. C'est vraiment le mantra d'Arnaud Delis. Il est super jeune, c'est son premier grand tour. Il fait un peu n'importe quoi, il attaque tout le temps, donc c'est pour ça qu'il gagne pas. Il prend pas les bonnes décisions dans les sprints, mais donc c'est pour ça que je le vois pas gagner non plus cette fois-ci. Mais c'est un coureur qui récupère bien a priori, donc il devrait répondre quand même à l'appel pour un beau sprint ce mardi. Après, donc je disais Groenewegen, Demar, tous des mecs assez lourds comme ça, Cavendish qui ont du mal à finir dans les délais. Dans quel état est-ce qu'ils seront? Mais s'ils sont en bon état, ils peuvent jouer un podium, hein, très clairement. Surtout Groenewegen, très rapide, super pointe de vitesse, bien lancé par Mesgetch. Demar qui monte un peu en puissance aussi, on dirait bien, qui s'est battu comme un beau diable pour essayer de finir dans les délais après avoir attaqué le gruppetto. Ça, c'était quand même assez fou. Et puis Cavendish, ouais, Cavendish, je pense que c'est cuit pour lui, mais faut quand même le garder dans les débats. Donc voilà, un petit prono. Philipsen, s'il est bien lancé par Mathieu Van Der Poel. Sinon, Van Aert, je le vois bien quand même aller claquer une étape s'il n'y a pas trop de bordure. Et puis Girmay, on est quasiment sûr qu'il sera dans le top 3. Il est très 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 régulier, donc je me fais pas de soucis pour son maillot vert. Étape numéro 17. Donc là, on a fini pour les sprinters, pardon, et donc l'étape numéro 17, c'est entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Super Dévoluy. Ah oui, aussi à noter que sur cette semaine-là, on aura quand même une météo assez chaude. Donc là, pour aller vers Nîmes, ça va aussi tabasser en termes de température. Là, c'est pareil pour l'étape du lendemain, qui part de Saint-Paul-Trois-Châteaux et qui va jusqu'à Super Dévoluy. Donc une étape qui, a priori, plutôt pour les échappés, on espère. C'est vrai que pour l'instant, les échappés n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, mais là, je vois pas la Visma faire la guerre à Pogačar sur cette étape-là. Et je vois pas Pogačar être glouton à ce point-là. Il a bien conscience qu'il y a des enjeux plus importants en fin de semaine, donc je pense que ça va aller pour les échappés. Je vois pas trop quelle équipe pourrait rouler sur cette étape-là. Donc plutôt une étape pour les échappés. Donc en fait, on a une partie. Donc c'est au total, pardon, c'est une étape de 177 bornes, 3000 mètres de dénivelé positif, mais les difficultés sont concentrées sur la fin du parcours. C'est-à-dire que jusqu'au kilomètre 130, c'est un faux plat montant tout du long. Et ensuite, après, on a trois ascensions. Une ascension de deuxième catégorie, le col de Bayard, 7 km à 7%, donc pas négligeable. Le col du Noyer, ensuite, donc du Noyer qui sera la difficulté principale de cette étape-là, un col de première catégorie, avec un pourcentage moyen à près de 8%, surtout la fin qui est dure, et pendant plus de 7 km. Donc là, c'est quand même un truc pour vrai grimpeur, hein. Il suffit pas d'être un bon puncher pour passer le col du Noyer. Et ensuite, on descend un peu, et puis on aura la montée vers Super Dévoluy. Donc ça, c'est pas très difficile, hein. C'est 4 km à 6%, à peu près. Moi, j'aime bien ce tracé-là, parce qu'on met pas une arrivée au sommet sur la côte la plus dure. C'est-à-dire qu'on est obligé d'attaquer avant, si on est très bon grimpeur. Et en fait, si on a une bonne pente de vitesse et qu'on a réussi à tenir dans le col du Noyer, et bah, a priori, on peut tenir dans Super Dévolu et se jouer le sprint. Donc moi, j'aime bien le tracé de cette étape-là. Donc l'échappée va partir sur le plat, parce que là, on est dans un scénario échappé, euh, puisqu'il n'y a pas de difficulté au début du parcours. Donc on sait ce que ça veut dire, une étape promise aux échappés qui part sur le plat, ça veut dire que tout le monde peut aller dedans. Ça veut dire une énorme bagarre, qu'on peut bien espérer 1 heure de bataille pour être dans l'échappée. Surtout qu'en deuxième semaine, eh ben, les échappés ne se sont rien mis sous la dent. Autant en première semaine, on a eu pas mal d'opportunités pour les échapper, donc Romain Bardet qui a gagné, Vauquelin,
Anthony Turgis notamment. Autant en deuxième semaine, c'était le pain sec pour les échappées, les baroudeurs. Donc là, il faut vraiment s'attendre à une grosse bagarre pour l'échappée. Donc évidemment, il y a des équipes qui sont très importantes à pointer, je pense. Si on veut être dans l'échappée et qu'on est dans une petite équipe, il faut suivre la l'AIF, la Movistar, la Groupama, ce genre d'équipes qui voudront à tout prix avoir un coureur à l'avant, qui ont une équipe orientée vers les chasses d'étape plutôt que le général. Donc notamment la l'AIF, c'est vraiment l'équipe à pointer pour cette étape-là. Euh, donc ceux qui ont brillé sur cette étape-là, je vois bien quand même des coureurs qu'on a déjà vus en forme, hein. En troisième semaine, ça s'invente pas sur un grand tour. Les coureurs qu'on voit briller, c'est souvent ceux qui ont déjà montré des belles qualités et une belle forme sur les étapes précédentes. Là, cette fois-ci, donc, en termes de profil, plutôt grimpeur-puncher quand même sur celle-ci. Autant sur l'étape du lendemain, on a peut-être des mecs un peu plus profil sprinter qui peuvent passer, autant là, c'est vraiment pour grimpeur-puncher. Mais vu que ça part sur du plat, s'il n'y a pas des gros grimpeurs dans l'échappée, alors peut-être qu'on a certains coureurs qui pourraient quand même s'imposer. Je sais pas, un Magnus Cort s'il est en forme, un Steven qu'on a vu très très fort, un Matthews. Si jamais ils arrivent à sortir dans un groupe où il n'y a pas de grimpeurs, et ben ça peut être aussi leur chance. La question c'est aussi, est-ce qu'on laissera par exemple Wout van Aert aller dans l'échappée, du côté de la Visma? Là c'est un profil qui pourrait lui convenir, comme celle du lendemain, donc après le problème c'est qu'il aura la pancarte, mais c'est clairement une étape qui peut lui convenir. Est-ce qu'on a un mec du top 10, top 12 qui va essayer de sortir? On sait que maintenant en termes de classement général, il y a des écarts très importants. Là c'est une étape où par exemple Derek G peut se faufiler dans l'échappée puis faire un bon truc. On sait que c'est un profil qui lui convient. Derek J, il est neuvième, certes, mais il a 16 minutes au général. Donc peut-être qu'on aura un mec du top 12, un truc comme ça, qui se glissera dans l'échappée pour essayer de gratter un peu de temps. Et puis dans ce cas-là, ça sera une petite partie de manivelle avec les autres candidats au top 10, qui feront peut-être rouler leurs équipes derrière, mais c'est pas non plus impossible. Euh, Après, quand même, les coureurs que je vois bien briller sur cette étape-là, c'est vraiment des profils plutôt grimpeurs, hein, et des profils qu'on a déjà vus, des mecs qui sont en forme. Donc je parlais de l'AIF tout à l'heure, évidemment. Carapace et Banini, là, c'est vraiment l'étape où il faudra les suivre. Très impressionnant. À peu près, en fait, si on suit l'échappée qu'il y a eu là dans l'étape de dimanche, bah, ça serait pas étonnant qu'on ait non plus Jungels, Sobrero, Jane Lay. Là, je jouerais plutôt pour Sobrero Winley cette fois-ci, dans cette étape-là. Mais donc la Red Bull Bora, qui maintenant qu'elle n'a plus Roglic, qu'elle n'a plus Vlasov, elle va chasser les étapes. Donc là, c'est aussi une étape qui peut leur convenir. Il y avait la Movistar aussi qui était très forte. Là, je vois bien Lascano. Lascano qu'on a vu très très fort en montagne, qui roule très bien sur le plat. Donc là, c'est vraiment un profil qui pourrait les convenir. Il a une belle pointe de vitesse. Pourquoi pas accompagné par exemple d'un Javier Romo, qui est en forme aussi. Tomias Allan Johansson, évidemment. Ça, c'est une étape qui peut lui convenir. On a vu dans les Pyrénées qu'il était très chaud. Donc pourquoi pas. Si jamais il a aussi un Magnus Cort dans les pattes, ça peut être pas mal. Un petit duo Johansson-Cort. Lutsenko, pourquoi pas, même si Lutsenko, on l'a vu un peu en dedans pendant ce Tour de France. Maxime Van Gils pour la Lotto, par exemple. Et puis après, on a aussi une chance française, peut-être. Dans les profils qui pourraient briller côté français, bah déjà, évidemment, il y a le groupe AMFDJ sur lequel il faut se pencher. Donc là, on se dirait une étape peut-être pour Gaudu ou Martinez. Martinez, quand même, pas en forme, hein, on l'a encore vu sur les Pyrénées, là. Il n'a pas réussi à tenir l'échappée très très longtemps. Euh, Je pense que ça va être un peu dur pour Lenny de faire quelque chose pendant ce Tour de France. On l'a rajouté un peu à la dernière minute dans son calendrier, et il n'était pas forcément préparé, donc je le vois pas trop briller. Peut-être plutôt en David Gaudu sur cette étape-là, ou pourquoi pas Valentin Madouas, mais Madouas, il a pas montré grand-chose pour l'instant. Mais donc ouais, Gaudu ou Madouas peut-être, parce que Grégoire, ça sera pour l'étape du lendemain. Kevin Vauquelin, pourquoi pas aussi. Et après Romain Bardet pour la DSM. Je mets Romain Bardet plutôt que Warren Barguil, parce que Barguil, on l'a pas du tout vu, donc je pense qu'il est pas en forme. Et puis pourquoi pas pour la Total Energy Jordan Jegat. On sait qu'il grimpe bien. Ça peut être un profil où il s'illustre aussi. Donc ça, c'est les chances françaises. De toute façon, pour les Français, on va pas se mentir, hein, sur cette semaine-là, c'est les échappées du... Non, démarre pour le sprint mardi, c'est plutôt une blague. Pour la 17 et la 18, donc l'étape du mercredi et du jeudi, on a peut-être des échappées qui peuvent gagner, donc là c'est peut-être le moyen de jouer notre carte. Mais vendredi, samedi, dimanche, ça va être très compliqué de s'illustrer, donc c'est le moment ou jamais. Je suis pas très optimiste pour une quatrième victoire d'étape française sur ce Tour de France, mais cette étape qui va à Super d'Évoluer, ça pourrait être donc une opportunité.
Étape 18 donc. Étape elle aussi promise plutôt aux échappés, puisqu'on part de Gap et on va à Barcelonnette, donc ça c'est vraiment des villes qui sentent bonne l'échappée quand même. Qui sentent bon l'échappée, pardon. Une étape qui va à Gap sur le Tour de France, c'est vraiment toujours pour les échappés normalement. Et donc 3000 mètres de D+, encore une fois, avec beaucoup de difficultés répertoriées, mais pas de très longs cols. Donc là c'est que des troisième catégories. Il y en aura 5 à escalader. Il y a plus des faux plats. Ça monte, ça descend, c'est une étape assez exigeante. Euh, et les difficultés sont réparties de manière assez uniforme sur le profil, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette étape? Bah, c'est d'abord qu'il y a beaucoup de profils qui peuvent s'illustrer. Vu qu'en fait, là, on n'a pas les difficultés qui se concentrent sur la fin, et ben, on peut pourquoi pas avoir un coureur qui grimpe pas si bien, qui arrive à rester dans le groupe toute la journée, et qui s'illustre sur la partie finale, qui est un peu en faux plat montant et un peu sur du plat. Donc ça, c'est vraiment une étape intéressante, parce qu'il y a beaucoup de profils qui peuvent gagner, donc euh, il n'y a pas de très grosses cotes où les grimpeurs pourraient faire les différences. Je vous ai dit, c'est que des troisième catégories. Donc franchement, étape très ouverte. Encore une fois, une grosse bataille pour aller dans l'échappée. Ça devrait peut-être sortir dans le col du Festré. Donc le col du Festré, c'est un col de troisième catégorie, 4 km à 6%, mais il y a un début avant en faux plat aussi qui est pas répertorié. Donc au final, ça fait une ascension qui est assez longue en termes de distance. Ça peut sortir là, avec des coureurs assez solides, mais le sommet n'est qu'à 32 km du départ. Et je me dis peut-être qu'à ce moment-là, ça bataille encore, donc on fera peut-être 40 minutes de course. C'est pas impossible que ça soit pas encore sorti au sommet du col du Festré. Et ensuite, donc au sommet du col du Festré, on redescend, et ensuite il y a la côte des Corps, un code de troisième catégorie. Bref, c'est pas impossible que ça sorte encore après le col du Festré. Et après, quand l'échappée sera bien partie, je pense qu'il y aura plus grand monde pour contrôler. Mais il faut quand même qu'on se pose la question des équipes de sprinters. Parce qu'il y a beaucoup de dénivelé positif, donc 3100 mètres de dénivelé positif, beaucoup de difficultés, mais le final est pas si dur. La dernière côte répertoriée, c'est la côte des Demoiselles Coiffées, côté du lac d'Ambin, si je dis pas de bêtises, ou de Serponçon, je sais plus. Serponçon plutôt, qui est à 139 km du départ sur les 180. Donc c'est-à-dire qu'après, on a encore 40 km après les dernières difficultés. Et là, peut-être qu'un groupe réorganisé peut revenir sur des attaquants qui seraient partis avant. Donc moi, je me pose quand même la question des équipes de sprinters. Est-ce qu'on a une équipe qui se sent de contrôler toute la journée l'échappée, sachant qu'il devrait y avoir beaucoup de monde dans l'échappée, pour aller faire un sprint en petit comité, enfin un petit comité, un peloton de, je sais pas, 80 unités à la fin. On pourrait peut-être envisager la Lotto, parce que Deli, peut-être qu'il peut s'accrocher, la Jayco, pas pour Groenewegen évidemment, mais plutôt pour Matthews. La Intermarché par exemple, pour William Girmay qui pourrait passer. Je pense pas que la De Koninck Alpecin pardon, roule pour Philipsen sur celle-ci. La Visma pour Van Aert pourrait rouler, mais je pense qu'ils auront d'autres préoccupations, notamment les grosses étapes de montagne qui arriveront après. Donc moi, ça m'étonnerait pas qu'on ait plutôt les sprinters qui se glissent dans l'échappée. Et donc dans les sprinters, Girmay, Deli, Matthews, peut-être Van Aert s'il a un bon de sortie. Tout ça, c'est des gars qui vont essayer d'aller probablement dans l'échappée, je pense. Dans des coureurs rapides qui peuvent bien passer aussi. Stuyven, évidemment, j'en avais déjà parlé sur l'étape précédente, mais là, c'est vraiment une étape qui lui conviendrait bien, je pense, à Stuyven. Surtout que la lead track a perdu Mats Pedersen, donc c'est l'opportunité pour lui de jouer sa carte. Je vois bien Marine Vandenberg aussi. En fait, ça dépend quelle sera la stratégie de l'IF. Soit ils mettent beaucoup de gens dans l'échappée et ils essayent de la contrôler pour faire un sprint pour Marine Vandenberg. Soit ils jouent une carte plus offensive, mais je pense que c'est un coureur qui peut passer, Vandenberg, donc ça sera important de voir s'il est dans l'échappée pour savoir quelle sera la stratégie de l'AIF. Après, évidemment, des mecs comme Benelli, comme Rui Costa, etc. peuvent sortir sur le profil, hein, mais si on a Vandenberg dans l'échappée, ça peut être une bonne carte. Évidemment, Kort Nielsen. Euh, je me suis noté aussi peut-être la présence de Van Der Poel. Alors ça dépendra de ce que fera Binam Girmay. Parce que je pense que Van Der Poel peut avoir son bon de sortie sur cette étape-là, qui lui convient pas mal en termes de profil, mais ça dépendra si on a Binam Girmay dans l'échappée ou pas, si Van Der Poel doit faire l'équipier pour Jesper Philipsen. Après, on a d'autres profils un peu plus hybrides. Je pensais à Matej Mohoric, mais Matej Mohoric, il a pas montré grand-chose pendant ce Tour de France. Je suis pas sûr qu'il soit en forme. Stephen Williams qui a fait un super début de saison, mais on l'a pas trop vu sur ce Tour de France non plus. Je vois bien la Movistar quand même faire un beau truc sur cette étape-là. On a Lascano, j'en avais déjà parlé, mais là, c'est aussi une étape où Aramburu peut briller.
Bon, Aramburu, il s'était fait avoir à 3, où Turgis lui était passé sous le nez, mais c'est une étape qui peut gagner Alexandre Aramburu. Et puis là, c'est peut-être la meilleure étape pour les chances françaises. Euh, pour une fois, je vois peut-être la Décathlon AG2R s'illustrer avec des profils comme Dorian Godon et peut-être plus probablement Paul Lapera. Pour l'instant, on a vu que cette équipe, elle était assez transparente, à part Félix Gall pour le général. Donc là, ça peut être l'occasion pour eux d'aller peut-être chercher une étape. Côté Groupama FDJ, je pense que ce sera plutôt pour Romain Grégoire, celle-ci. C'est vraiment une étape qui sied beaucoup à ses qualités. Peut-être avec Quentin Paché dans l'échappée pour l'aider. Pourquoi pas Axel Laurence, mais ça dépendra vraiment de la stratégie adoptée par les Alpecin. Pour la Cofidis, peut-être Coquard ou Zinglé, ça sera peut-être trop dur pour eux, mais si on a une grosse échappée qui roule, que ça contrôle pour un Vandenberg, et bah s'il y a un Coquard ou Zinglé dans l'échappée, ça peut être une belle place, notamment une place de 2, puisque c'est des habitués des places de deuxième. Kevin Vauquelin, encore une fois, pour l'Arkia, c'est un peu le seul que je vois briller dans cette équipe-là. Et là, je pense que c'est peut-être la bonne étape pour Mathieu Burgodeau. On a vu qu'il était en train de monter en puissance, la Burg. Là, ça peut être une étape qui convient à ses qualités, plus que toutes les autres. Et puis pourquoi pas, encore une fois, Anthony Turgis dans l'échappée. Je pense que c'est un peu trop dur pour Turgis, mais il peut être là pour échapper, pour s'échapper avec d'autres équipiers, peut-être Burgodeau, Jordan Jegat, et essayer de les aider pardon, à rentrer à bon port, ou pourquoi pas rouler sur des attaques s'il n'y a pas d'équipier de la Total Energy. Mais je pense vraiment que l'étape 18, c'est la chance la plus importante pour les Français d'essayer de choper une nouvelle victoire d'étape. Je dis pas que c'est probable qu'un Français gagne, mais c'est vraiment l'étape où peut se passer quelque chose, pardon, pour les Français, parce que les 3 dernières étapes, c'est un triptyque montagneux horrible, et je pense qu'on n'a pas les grimpeurs pour s'illustrer. On passe donc à l'étape numéro 19, donc la première étape du triptyque alpestre. Triptyque terrible, hein, clairement, c'est très difficile. On commence donc ce vendredi avec Embrun, Isola 2000, 144 km, donc c'est assez court, mais 4500 mètres de dénivelé positif. Et ça, c'est une grosse étape de montagne comme on les aime. Il y a 3 gros cols donc qui se succèdent. Le col de Vars, hors catégorie, le col de la Bonnette, hors catégorie, Isola 2000, première catégorie, mais franchement, ils auraient pu mettre hors catégorie. Euh, les 3 cols passent au-dessus de 2000 mètres de dénivelé, au-dessus de 2000 mètres d'altitude, c'est une donnée importante à prendre en compte, notamment la cime de la Bonnette qui est à 2800 mètres d'altitude. Donc là, attention aux organismes, ça commence à être très haut, 2800 mètres, et surtout c'est le début d'un triptyque qui est vraiment infernal. Euh, je pense que là, c'est vraiment la Visma qui va avoir les cartes en main. Est-ce qu'ils vont essayer de tenter le tout pour le tout? Euh, je pense que en étant la Visma, on se doit quand même, même après la gifle qu'on a reçue dans les Pyrénées, là c'est vraiment. Enfin moi je vois pas trop comment Pogacar pourrait perdre ce Tour de France, je vous l'avoue, c'est ce que je vous avais dit. Je pense que les positions sont assez figées au général, pour le top 3 notamment, mais je pense quand même qu'en étant la Visma Lead the Bike, vous êtes obligé de tenter un truc sur les 3 dernières étapes. Parce que Vingegaard, il a déjà gagné 2 fois le Tour de France. Il a fait deuxième dans le passé quand il était jeune. Même si là, il est pas très bien, je pense qu'il y a quand même une étape sur laquelle ils doivent tenter le tout pour le tout pour tester Pogacar. On va pas se laisser faire et rouler tranquillement dans la roue en disant on protège la deuxième place. Surtout que derrière, il n'y a pas trop le feu. Il y a Evenepoel qui est plus de 2 minutes derrière Vingegaard, mais je pense pas que ça soit la plus grosse menace en haute montagne. Et après, les autres sont à perpète. Donc, je pense qu'il y a une étape où la Visma doit tenter quelque chose. Ça sera peut-être celle-là. Donc vraiment, pour moi, c'est la Visma qui a les clés en main pour le déroulé des 2 dernières étapes avant le chrono. Je suis pas sûr que la UAE roule toute la journée. Là, on a clairement une avance qui est suffisante pour Pogacar, sans qu'il ait besoin de trop s'inquiéter. Il a déjà mis beaucoup ses coéquipiers à contribution. Je suis pas certain que la UAE roule pour la victoire. Si Pogacar a l'occasion de gagner, évidemment qu'il va rouler pour gagner. Mais je pense pas qu'on ait la UAE qui prenne la course en main dès le kilomètre zéro. Donc je pense que c'est vraiment la Visma qui a les clés de cette étape-là. Je pense pas non plus que sur cette étape-ci, les autres équipes du top 10 tentent quelque chose. Ce sera plutôt peut-être sur l'étape du lendemain. Donc, est-ce que c'est Pogacar qui va gagner, ou les favoris, ou les échappés? Je sais pas trop. Je peux pas vous dire. Franchement, ça dépend de la Visma. Là, cette fois-ci, je pense que ça sera quand même. Ça m'étonnerait pas que la Visma tente un truc, donc je mettrais avantage Pogacar. Pogacar qui a déjà gagné 3 étapes hein, sur ce Tour de France. Parce que je vois bien la Visma rouler beaucoup sur cette étape-là. Ça se joue entre les favoris et que Pogacar gagne l'étape. Donc, voilà, je pense plutôt à un scénario quand même favori qu'échappé.
Euh, on a vu que sur ce Tour de France, les échappées étaient vraiment à la merci, au bon vouloir des équipes de leaders. Et là, je pense que la Visma va condamner les chances des échappées. Il y a quand même le col de la Bonnette, là, qui est un sacré pavé, hein. Je sais pas si vous avez le profil sous les yeux, mais on commence avec le col de Vars. Donc le col de Vars, qui va à 2100 mètres d'altitude, c'est 19 kilomètres de montée à 5,6% de moyenne. Sauf que ce 5,6% de moyenne, il cache un replat au milieu du col. Donc il y a 2-3 kilomètres de replat au milieu du col. En fait, on a une première partie très dure, donc les 6-7 premiers kilomètres qui sont à 8% de moyenne à peu près. Ensuite, on a un replat. Et la deuxième partie de la montée, elle est un peu moins dure, mais ça fait encore 7-8 kilomètres à 6% de moyenne à peu près. Donc c'est un gros morceau, le col de Vars, pardon. C'est là que l'échappée devrait se former, même si elle ira pas forcément au bout, comme je vous le disais. Euh, donc col de Vars, ensuite cime de la Bonnette. La cime de la Bonnette, c'est 23 bornes à 7% de moyenne. Ça, c'est complètement, c'est très régulier en plus, à part un petit replat sur le sommet. Donc ça va vraiment mettre les organismes au supplice. Et c'est aussi l'occasion de lancer quand même la course de loin. Si jamais la Visma tente un truc, je les vois bien commencer à rouler dans la cime de la Bonnette. Le truc, c'est qu'après la cime de la Bonnette, on a 26 kilomètres de descente. Parce que vu qu'on est à 2800 mètres d'altitude, il faut bien descendre pendant longtemps. Donc 26 kilomètres de descente. J'ai l'impression que c'est plutôt une descente roulante quand même, mais je veux pas me tromper. Et après, on a un faux plat descendant de 15 bandes jusqu'à Isola. Isola, c'est le bas de la montée d'Isola 2000. Donc là, c'est un moment où il faudra avoir des équipiers quand même, hein, parce que cette partie de vallée, là, pour un homme seul, elle fera un peu mal. Donc si Visma veut vraiment attaquer, soit Vingegaard tente tout pour le tout dans la bonnette, et puis ensuite on verra comment on fait dans la vallée. Ou soit alors on met un mec dans l'échappée, on essaie de le retrouver dans la bonnette. Ou soit on attend Isola 2000 pour attaquer. Mais la cime de la bonnette, ça semble vraiment une bonne rampe de lancement pour les offensives. Mais il faudra avoir un équipier quelque part, parce que là, les 15 bornes au pied de la descente, ça peut faire mal à un homme tout seul, surtout que Pogacar, même s'il est lâché, ce que je ne crois pas, il aura toujours un Almeida pas très loin pour rouler avec lui, un Damiette dans la vallée. Donc franchement, difficile pour la Visma de faire quelque chose, mais il faudra tenter quand même. Il y a un sprint intermédiaire qui est à 20 km du départ. Je pense pas que ça ait vraiment d'incidence pour le maillot vert qui sera déjà joué. Mais donc l'échappée devrait partir dans le bas du col de Vars. Est-ce qu'on aura des équipiers de leader? Je pense, oui, quand même, dans l'échappée. Sauf des UAE et des Visma, parce que sinon ça va un peu nuire aux chances de l'échapper, mais ça m'étonnerait pas qu'on a un coéquipier Ineos, un coéquipier Soudal, peut-être pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup de main-d'œuvre, mais je vois bien un Kiatko, un gars comme ça dans l'échappée, un De Plus, un Bernal. Sinon, en termes d'autres grimpeurs qu'on peut imaginer dans l'échappée, Simon Yates, même s'il a fait un peu n'importe quoi là dans les Pyrénées, donc pas trop confiance en lui. Ça peut être une étape pour encore une fois Hindley et Sobrero pour la Red Bull. De toute façon, c'est toujours un peu les mêmes coureurs, hein. C'est ce que je vous disais en troisième semaine, c'est les coureurs qu'on a déjà vus en forme qui brillent. Martinez, mais surtout Godu, je pense plutôt pour la Groupama. Évidemment, Carapaz avec Benilli, on en reparle. Euh, on aura aussi des beaux coureurs pour la Movistar avec Enric Mas, Lascano, Romo, toujours les mêmes. Guillaume Martin, je pense qu'il se glissera dans les échappées, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas la forme suffisante pour accrocher les meilleurs. Louis Mentiès, Tobias Johansen, évidemment. Pour la DSM, Romain Bardet avec Oscar Onley. Je pense ils essaieront d'aller dans les échappées. Et puis pourquoi pas Steph Kras, je me suis noté pour la Total Energy, il est très loin en général, donc ça passerait de le mettre dans l'échappée. Donc plutôt scénario favori, même si donc il y a tous ces coureurs-là qui devraient essayer de s'échapper comme je vous le disais. Je pense que la question c'est qu'est-ce que Remco va tenir le coup dans ce triptyque alpestre. Pour l'instant, il a passé tous les tests. Moi, j'avais dit qu'il allait faire des défaillances en montagne. Ça n'a pas encore été le cas. Mais donc là, ça sera un dernier test pour Remco. Je pense qu'il tiendra quand même, mais il sera moins fort que Pogacar et Vingegaard, mais je pense qu'il tiendra en respect les autres leaders pour le général. Mais ça sera un bon test pour lui. Et en termes des autres favoris, là pour l'instant les écarts sont assez minces, donc je pense qu'il n'y aura pas de favoris dans l'échappée à cet endroit-là. Mais il y a des favoris qui peuvent reprendre du temps aux autres, parce qu'il y a des profils qui leur vont mieux. Donc je pense que des Almeida Yates, ça peut reprendre du temps aussi, parce que ils se font avec Pogacar tout du long, et donc ça devrait rouler et reprendre un peu du temps au classement général. Je vois bien Landa aussi bien tenir, quasiment dans la roue de Remco, donc je pense qu'il va aussi rester solide au général.
Et en fait, il y a d'autres coureurs qui posent un peu plus question. Derek G, par exemple, est-ce qu'il sera capable de tenir en troisième semaine dans un truc alpin aussi dur? J'ai peur que non, pour le sympathique canadien. Mais je vois bien un mec comme Buitrago ou Félix Gall commencer à être vraiment chaud en troisième semaine en grosse montagne et reprendre du temps à un mec comme Derek G. Il y a aussi la question de comment ira Giulio Ciccone. Ciccone, qui joue pour la première fois un classement général sur un Tour de France. Il commence un peu, sur le papier, c'est un pur grimpeur qui est parmi les meilleurs grimpeurs du monde, mais là, j'ai peur que il commence à accumuler la fatigue et on verra, ça sera aussi un beau test pour Giulio Ciccone cette étape-là. Mais donc, je pense qu'on aura quand même des bouleversements dans le top 10. Enfin, pas des bouleversements, mais des changements de position. Et ces changements de position, ils devraient sculpter le scénario de l'étape 20. Donc on passe à l'étape 20, dernière étape en ligne de ce Tour de France. Nice, col de la Couilleule. Donc il va encore faire très chaud, hein, parce que là on est dans les Alpes du Sud. Il fait très chaud à Nice, donc ça c'est un point assez important. Et là c'est une étape de folie, 132 km. Donc c'est que dalle. Pourtant il y a 4800 mètres de dénivelé positif. Ça monte tout le temps. Il n'y a pas un seul mètre de vallée. Contrairement à l'étape de la veille, on aura un petit peu de vallée avant Isola. Là, c'est vraiment montée-descente tout le temps. Et avec des cols qui sont un peu moins durs que sur l'étape précédente, mais qui s'enchaînent de manière assez horrible. On va pas aller trop en altitude non plus, puisqu'on sera plutôt dans les Alpes du Sud. Et puis le col de la Couilleule, ce sera le juge de paix, hein, très clairement, de cette étape-là. C'est le col le plus difficile, et il est placé en dernière position. C'est très long, le col de la Couilleule. Si on regarde les profils des autres cols de l'étape, donc on commence avec le col de Brosse, qui est à 10 km à 6%, pas très dur. Voilà, les pourcentages vont pas passer au-dessus de 7%. Ensuite, on monte le col du Turini. Donc le col du Turini, il est un peu en deux paliers. Au total, c'est 12 km à 6,7%, la partie finale. Mais si on prend les faux plats qui sont avant, c'est 20 km de montée à 6%. Mais c'est vraiment la partie finale qui est difficile. Aussi, je crois que la descente du Turini n'est pas si facile que ça. Autant les autres descentes, je crois que ça va. Celle du col de Bros et de la Colmiane, ça va. Autant le descente de Turini, attention quand même à pas faire n'importe quoi. Ensuite, on remonte le col de la Colmiane. Colmiane, c'est 7,5 km à 7%, archi régulier, du 7% partout toujours. Donc ça, c'est un col seulement de première catégorie, probablement parce qu'il n'est pas assez long. Et ensuite, on a le col de la Couilleule pour finir, qui lui aussi est classé en première catégorie. Pourtant, il est assez infâme, hein. C'est 16 km à plus de 7% de moyenne, super régulier, aucun moment pour respirer. Donc c'est un très beau juge de paix de cette dernière étape en ligne du Tour de France. Attention au délai aussi pour les coureurs, pour les sprinters, parce que ça va être lâché dès le début et puis ça va jamais on va jamais, j'arrive plus à parler, on va jamais avoir de répit, pardon. Ça monte, ça descend tout le temps, donc il n'y a pas de vallée où les groupes étaux vont limiter la casse, donc vraiment attention au délai. Bon après, peut-être que certains sprinters auront déjà abandonné, il y aurait plus trop d'enjeux parce qu'on sait qu'il y a plus de sprint après. Il y a aussi quelque chose que je me pose comme question, c'est est-ce qu'on va penser au contre-la-montre du lendemain dans cette étape-là? Est-ce que certains coureurs vont garder un peu de force pour le contre-la-montre du lendemain dans le top 10? Je sais pas trop. Moi, j'imagine bien quand même, comme toute dernière étape de montagne en ligne du Tour de France, quasiment une échappée avec tout le top 15 à l'avant, quoi. Sauf les trois premiers, évidemment, Vingegaard, Pogačar et Remco, et les équipiers de la UAE, de la Visma, mais je vois bien une étape où on a tous les mecs, les Buitrago, les Félix Gall, Derek G, etc. Peut-être pourquoi pas même Carlos Rodriguez, peut-être pas Rodriguez, mais ouais, Buitrago, tout ça, là, je pense que ça sera dans l'échappée, c'est sûr et certain. Une grosse échappée avec des très gros grimpeurs. Donc je pense que soit ça se joue pour l'échappée, et dans ce cas-là, bon, ça dépendra encore une fois de la stratégie de la Visma, mais si ça se joue pour l'échappée, dans ce cas-là, je vois bien, ouais, je sais pas, un Landa, un Ciccone, un Buitrago, un Félix Gall gagner l'étape. Soit ça se joue pour les favoris, et ce serait plutôt Pogačar. Mais donc je pense que pour la composition de l'échappée, on devrait avoir une grosse échappée avec beaucoup d'effectifs. Donc tous ceux que j'ai cités dans l'étape précédente, là, les mecs qui vont envisager d'aller dans les échappées, donc les Simon Yates, les David Gaudu, les Jay Hindley, etc. Plus des mecs du classement général, pardon, qui auront perdu du temps la veille.
Donc ça promet vraiment une grosse échappée qui pourra peut-être aller au bout. Donc ça sera intéressant à suivre. Je pense que cette étape-là, ça va être un feu d'artifice avec des choses à suivre dans tous les échelons de la course, donc échappée avec quelques leaders dans l'échappée, plus derrière les derniers les plus forts du classement général. J'espère que les échappés pourront gagner, mais c'est pas totalement impossible qu'on ait encore une fois la Visma qui tente un truc, ou la UAE qui souhaite marquer de son emprise cette dernière étape. J'espère quand même que les échappés iront au bout. Et je vois bien donc je vois bien une étape gagnée par Buitrago, Félix Gall, ce genre de profil, quoi. Voilà, c'était la dernière étape en ligne et on arrive au contre-la-montre final. Donc le contre-la-montre final, c'est 33 km, c'est beaucoup. Ça vient après deux étapes très dures de montagne. Donc là, c'est en plus un contre-la-montre en montagne, hein, puisqu'on monte la Turbie avant de passer sur le col le haut du col d'Aise à un moment. Donc si on regarde le parcours, pardon, on part de Monaco. Monaco, ça va être très urbain au début. Donc là, ça sera technique. Ensuite, on monte la Turbie. La Turbie, c'est pas très dur. Donc, ce qui est répertorié pour la Turbie dans ce contre-la-montre-là, c'est 8 kilomètres à un peu moins de 6%. C'est pas très très dur. C'est assez régulier en plus. Mais bon, ça écarte quand même de facto tous les spécialistes du contre-la-montre. Ensuite, on descend un peu. On a le haut du col d'Aise, qui lui est difficile puisqu'on a 1,6 km à quasiment 9% de moyenne. Ça va faire mal aux pattes. Et ensuite, un long faux plat descendant slash descente pour arriver jusqu'à Nice. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour cette descente-là. Et puis à Nice, on arrive sur la promenade des Anglais. On fait un demi-tour sur la promenade et on arrive, je crois que c'est place Masséna que ça s'appelle, je connais pas très bien Nice. Là, on arrive sur des pavés avec un dérail de tramway. Donc attention quand même à pas se casser la gueule si on n'est plus très lucide. Mais donc, moi j'aime bien le tracé quand même de ce contre-la-montre là. On devrait avoir des super images aussi de la Riviera. Ça sera cool. En revanche, sur le plan sportif, je sais pas trop à quoi s'attendre. Déjà, je pense qu'il y aura peut-être 15 coureurs qui vont faire le chrono à fond, grand max. C'est-à-dire ceux qui sont placés au général, parce que de toute façon, la victoire est promise à un coureur du général. Donc je suis pas sûr qu'au-delà du top 15, on fasse le chrono à fond, à part si on a un équipier d'Evenepoel, de Vingegaard ou de Pogacar, juste assez pour finir dans les délais. Mais d'ailleurs, vu les monstres qu'on a devant, c'est peut-être pas si facile de rentrer dans les délais, mais ouais, on aura peut-être 10 mecs ou 15 gars qui vont le faire à fond. Ça va être assez sympa. Mais je pense que globalement, on aura peut-être le top 10 dans l'ordre en termes de résultats. Parce que c'est vraiment un chrono à la fraîcheur, hein. Après 3 semaines de Tour de France, dernière étape, chrono en montagne, au lendemain de deux étapes alpestres infâmes, je pense que c'est clairement un chrono à la fraîcheur. Et ça m'étonnerait pas que le classement de l'étape, ce soit le classement du top 10 général. Je pense que Pogacar est l'immense favori, quand même. En plus, ça part de Monaco, il connaît bien, etc. Il habite là-bas. Ensuite, peut-être que Evenepoel sera quand même meilleur que Vingegaard. Ça sera vraiment la question de la troisième semaine, c'est quelle est la forme de Jonas Vingegaard? Est-ce qu'il s'écroule totalement ou est-ce qu'il reste un peu sur un palier? Et s'il reste sur un palier, il peut rivaliser avec Evenepoel sur cet effort-là. Mais s'il s'écroule un peu, ça sera Evenepoel qui sera le plus fort. Et après, pour la hiérarchie, je pense que les écarts seront bien creusés après l'étape 1 quand même. J'imagine pas qu'on ait des gros bouleversements en général. C'est dommage parce que c'est vraiment une étape qui aurait pu être décisive, qui aurait pu donner un final de folie au Tour de France, mais je pense qu'à ce moment-là, le classement sera déjà à peu près fait et que chacun sera à sa place. Donc 15 mecs pour jouer le chrono à fond, un classement à peu près égal au classement général, et puis derrière ça admire le paysage en essayant d'entrer dans les délais. Mais je vois pas de gros chamboulements pour cette 21e étape, malheureusement. Donc voilà, pour ces étapes de la troisième semaine. Ce que j'imagine d'abord donc en termes de classement général, c'est ça devrait pas trop bouger. Pogacar, immense favori. Je vois pas Vingegaard le renverser. Vingegaard qu'on a vu un peu à l'agonie sur les dernières étapes pyrénéennes. En plus, en troisième semaine, je pense que son manque de préparation va un peu se faire ressentir. Donc, je suis désolé d'enterrer vos espoirs, mais je vois pas Pogacar se faire reprendre par Vingegaard sur cette troisième semaine, même si je pense qu'il y a une étape où la Visma va au moins jouer le tout pour le tout, parce que c'est pas une équipe qui joue pour la deuxième place. Je pense qu'il restera quand même devant Remco Evenepoel. Evenepoel qui, je le disais en début de tour, j'avais pas trop de certitude sur sa capacité à tenir les 3 semaines à haut niveau.
Mais là, il m'a un peu rassuré dans les Pyrénées, donc je pense que bah, déjà, il a largement assez d'avance au classement général sur Almeida, par exemple, ou Carlos Rodriguez. Donc à moins qu'il ait une grosse craquante, il devrait finir troisième. Mais je pense qu'il pourra pas reprendre Vingegaard quand même, qui lui est trop supérieur en montagne. Ensuite, donc une bataille pour la quatrième place, a priori entre Almeida, Landa et Carlos Rodriguez. Dans l'état de forme, c'est ce classement-là. Almeida, puis Landa, puis Rodriguez. Rodriguez qu'on a vu court sur le week-end pyrénéen. Après, l'avantage de Rodriguez, c'est qu'il est leader de son équipe, tandis que Almeida et Landa vont devoir peut-être bosser pour Evenepoel et puis Pogačar, pardon. On a Adam Yates qui est septième. Adam Yates qui se désintéresse du classement général. Il est à 2 minutes derrière Rodriguez, 2 minutes devant Ciccone, donc pas trop d'enjeux, on verra. Peut-être que ça bougera un peu, mais c'est pas quelque chose qui risque de le préoccuper. En revanche, ça sera un lieutenant très important pour Pogačar, je pense qu'il accompagnera longtemps. Et ensuite, de la huitième à la douzième, c'est assez serré. Donc on a Ciccone, Derek G, Buitrago et Félix Gall. Et même Jorgensen. Non, Jorgensen il est un peu plus loin, donc on va dire de la huitième à la onzième. On a quatre coureurs pour trois positions dans le top 10. Pour l'instant, c'est Ciccone qui a l'avantage devant Derek G, puis Buitrago et Gall. Moi, je pense que ça sera plutôt Buitrago et Gall qui seront huitième et neuvième. Je sais pas encore dans quel ordre, mais tout ça, c'est très serré au classement général. C'est peut-être le truc le plus sympa à suivre dans cette troisième semaine pour le classement général, cette bagarre pour la huitième place. Mais Ciccone, je le connais pas trop ses références sur 3 semaines en classement général, lui non plus, donc j'ai un peu du mal à le voir tenir. Derek G, je l'adore, mais je pense que ça sera trop dur pour lui. Et au contraire, Buitrago et Félix Gall, c'est des mecs qui vont bien en 3 semaines, c'est des profils qui lui vont qui leur vont très bien, donc je les vois bien en remonter un peu. Donc ça c'est joué, le maillot vert c'est joué pour Guillaume Girmay, le maillot de la montagne ne devrait pas échapper à Tadej Pogačar, on n'a personne qui s'est positionné pour le maillot de la montagne, peut-être un peu légèrement David Gaudu, mais il a que 30 points quand Pogačar en a 77. Je pense honnêtement que c'est à peu près cuit pour le maillot de la montagne, qui devrait pas échapper à Pogačar. Peut-être Vingegaard qui peut le gagner, si Vingegaard attaque beaucoup Pogačar et que Pogačar se contente de le suivre, parce que c'est très clairement une stratégie que Pogačar peut se permettre hein, maintenant de suivre Vingegaard sans attaquer. Évidemment, s'il peut gagner les étapes, il le fera, mais je pense qu'il va surtout rester dans une position défensive, hein. De toute façon, il a 3 minutes d'avance. C'est pas le moment de faire des folies, d'attaquer, de se prendre une fringale comme il l'a fait au Luran, donc je pense que le maillot devrait lui revenir, le maillot de la montagne. Puis pour le maillot du meilleur jeune, ce sera Evenepoel, sans trop de suspense. Voilà. Et puis un petit bilan pour les Français. En termes de classement général, il n'y a rien, hein, puisque le mieux classé au classement général, c'est Guillaume Martin qui est 16e, mais ça n'a plus trop d'intérêt, il est à 38 minutes. En revanche, pour gagner une étape, le sprint c'est mort. Il y a peut-être notre chance sur les deux étapes pour les échapper, sur la moyenne montagne. Donc je le disais, peut-être un Godu sur l'étape de montagne, peut-être. Un Madouas, pourquoi pas, un Romain Bardet. Ou peut-être plutôt un Paul Lapéra ou un Romain Grégoire sur l'étape numéro 18. Mais sinon, je pense pas que les Français gagneront sur les étapes 19 et 20. Même si l'échappée va au bout, on n'a pas de coureur capable de le faire. Donc la dernière chance pour les Français, ça sera l'étape 17 ou 18, je pense. Bon, on a réussi à faire une première semaine très satisfaisante côté français avec 3 victoires d'étape, donc on peut un peu se reposer là-dessus, mais je pense que ça montre, c'est quand même un arbre qui cache la forêt, avec des Français qui sont pas trop au niveau malheureusement sur ce Tour de France. On espère que ce sera le cas sur les courses suivantes. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!